à tous, salut à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à la découverte de l'imprimerie de Gutenberg. Nous en avions déjà parlé sur ma vidéo chapitre, et puis je suis revenu sur cette vidéo et je me suis dit pourquoi faire une vidéo sur Christophe Colomb alors que nous avons toute la Renaissance à faire. Donc j'ai décidé de partir de Gutenberg, la révolution de l'imprimerie, pour aller jusqu'à l'école des samouraïs, les guerriers japonais. Nous partirons dans les grandes découvertes par Jacques Cartier, la découverte du Canada, mais aussi Léonard de Vinci pour un petit peu plus approfondir, et les Indiens d'Amérique, les Aztèques, les Mayas, les Incas, plein de grandes traversées qui nous s'ouvrent à nous. Mais tout de suite, partons à Gutenberg. Je tiens à préciser, tout de suite maintenant, que mes vidéos ne sont pas ponctuelles. Je les sors, essaye de sortir toutes les 2 semaines, mais il m'arrive des fois, de temps en temps, de vouloir les sortir 2 semaines, 3 semaines ou un mois, cela se peut. Nous allons revenir tout de suite avant l'écriture, avant l'imprimerie. Les bons vieux manuscrits. Au Moyen-Âge. En Europe, les livres sont recopiés, un à la main. Ils sont rares et précieux, et les erreurs sont nombreuses. Ils sont réservés à un petit nombre de personnes, car une grande partie de la population ne sait lire ni écrire. Ce travail long et minutieux est assuré par des moines. Mais au début de la Renaissance, le besoin en livres va devenir plus important, car nous avons besoin de nous instruire. Et c'est pour ça que nous allons avoir l'offre et la demande de l'imprimerie de Gutenberg. Et oui, c'est vraiment une petite partie qui pourra s'acheter l'imprimerie de Gutenberg, parce que en réalité, cette imprimerie est faite pour les nobles, pour ceux qui peuvent s'en acheter. Vous pouvez remarquer un cochon, je ne sais pas si vous voyez, mais les manuscrits en peau de bête étaient vraiment la norme. Et oui. Pour faire un manuscrit, on utilise des peaux de mouton, de chèvre ou de veau, ainsi que de mouton ou de cochon. Transformées en feuilles, elles donnent du parchemin. Il en faut beaucoup, une douzaine de peaux pour un livre de taille moyenne. De plus, les étapes de transformation des peaux en parchemin sont longues et le résultat des livres coûte très cher. Et oui, ce n'est pas ouvert à tout le monde. Et on va voir la place au papier et non plus à la peau de bête. Les Européens n'ont découvert que le papier qu'au XIIIe siècle. Mais c'est une invention chinoise qui date de l'Antiquité. En Europe, à la Renaissance, les papeteries le fabriquent en broyant de vieux chiffons de lin ou de chanvre grâce à des moulins de papier actionnés par la force de l'eau. Peu à peu, le papier qui devient moins cher remplace le parchemin. Et oui, et grâce à ces prix qui vont baisser, on va voir la presse qui va apparaître. Gutenberg n'a pas inventé l'imprimerie, mais il a perfectionné des techniques chinoises. Il a utilisé les caractères mobiles en métal permettant de composer des mots en déplaçant les lettres. Par contre, il est l'inventeur de la presse. Cette machine actionnée à la main servait à presser les feuilles de papier sur les lettres de plomb enduites d'encre. Elle a donc permis de reproduire une même page en plusieurs exemplaires. Une vraie révolution. C'est pas l'inventeur de l'imprimerie. C'est comme Christophe Colomb, il ne sera pas l'explorateur qui aura mis la main sur le nouveau monde de l'Amérique. C'est un certain John America, ou je ne me rappelle plus. Mais cette vidéo sera de toute façon approfondie. Il s'agit tout simplement d'une invention, et non pas n'importe laquelle, la presse, pas la presse fake news, non, la presse, la première machine à pouvoir écrire facilement et pas cher. Et oui, c'est pas un site d'information pour l'instant. Cependant,
On sait que la presse nous permet de nous divertir. C'est 13 contre 20, le premier livre à avoir été imprimé, une Bible. En 2 volumes, un volume écrit par le parchemin pesait plus de 20 kilos et un papier environ 13 kilos. Eh oui. Mais du coup, la Bible de Gutenberg. La révolution de l'imprimé de Gutenberg a contribué à la révolution de la lecture. En effet, les textes imprimés sont devenus plus aérés. Les mots se sont séparés les uns des autres, alors qu'avant ils étaient touchés. Ils se touchent. La ponctuation, une autre respiration, a fait son apparition. L'orthographe s'est uniformisée. En Europe, les imprimés se sont multipliés. Ils ont accompagné le développement des universités ainsi que des écoles. Peu à peu, les livres imprimés ont favorisé la diffusion des savoirs et des connaissances, dont les légendaires philosophes des Lumières avec l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. D'ailleurs, j'en profite pour rebondir et pour vous dire que je ferai une vidéo sur les philosophes des Lumières. J'avais oublié le XVIIIe siècle et bien des événements. Mais la Renaissance, elle s'accompagne avec des sciences et des esprits brillants. Au XVe siècle et au XVIe siècle, les esprits bouillonnent d'idées nouvelles. Ce mouvement, né dans les domaines des arts, s'appelle la Renaissance. Ce n'est pas pour rien, on parle de Renaissance, renaître. Penser la Terre d'une autre manière, ça va être une Renaissance pour tout ce qui est scientifique, tout ce qui est science. Voilà une nouvelle carte que vous avez pu voir ou très rarement vue, cela dépend de votre niveau scolaire, de vos connaissances personnelles. Mais depuis l'Antiquité, on n'en sait que très peu sur la Terre. On sait qu'elle était au centre de l'univers. Mais à la Renaissance, un astronome polonais, Nicolas Copernic, je vous rappelle, il va faire aussi tout ce qui est sur la Terre est plate, il va le prouver. Il va prouver plein de choses sur la Terre. Il découvre que c'est le Soleil qui est au centre de l'univers. Il affirme que la Terre est une planète comme les autres, qui tourne sur elle-même et autour du Soleil. Ces idées bouleverseront et bouleversent encore les croyances traditionnelles. L'Église rejette cette découverte et rejette Copernic. Copernic a une nouvelle pensée. Mais il va très peu être accepté par les religieux, déjà parce que la Terre, non, elle n'est qu'au centre, nous sommes les humains, nous sommes au centre du pouvoir, au centre de l'univers. Mais c'est en observant le ciel qu'on s'en rend compte de la réalité du monde. Un siècle plus tard, le savant italien Galilée imagine de nouveaux outils dans le domaine de la science. Par exemple, un thermomètre, ou encore un compas. Mais il met surtout au point des lunettes optiques. Grâce à cet instrument, il observe les caractères de la Lune, les étoiles de la Voie lactée, les taches à la surface du Soleil. Ces travaux permettent de démontrer que Copernic avait raison. Un siècle plus tard, il découvrira que Copernic avait raison. Ça doit le mettre en colère, Copernic. Parce qu'au final, on ne l'a pas cru. On l'a pris pour un fou. Après la science de l'astronomie, nous avons la science du corps. Une image que vous avez dû sûrement vue, ça représente un petit peu notre autonomie. Autonomie, oui, l'atome. Hein. À partir du XVe siècle, l'Église autorise à découper des cadavres pour faire progresser la médecine. Léonard de Vinci, qui assiste à des dissections, est un des premiers à présenter l'intérieur du corps. Il fait 300 dessins d'organes, d'articulations et de muscles. Quant au chirurgien français Ambroise Paré, il observe des soldats qui ont été multipliés par le premier arme à feu. Il met au point une technique pour ligaturer les artères et arrêter les hémorragies. Et il fabrique des
prothèses de fer pour remplacer les membres mutilés. Ils révolutionneront notre science. Aujourd'hui encore, grâce à des événements historiques, dont le Covid que nous connaissons tous, qui depuis 2 ans dure, nous avons tout ceci. Accorder une grande place à l'homme. Nous avons toujours su, et nous pensions toujours que l'homme était au milieu. Nous voyons le soleil toujours au milieu et les planètes autour. Eh oui. Au XVIe siècle, des penseurs redécouvrent l'Antiquité. Ils étudient des textes anciens en latin, en grec, en hébreu. Comme les philosophes de l'Antiquité, ils considèrent que l'être humain est plus important que tout. Il doit instruire. Ils forment de groupes qu'on appelle les humanistes. Les plus célèbres penseurs sont des Italiens, Dante et Petrarch, et les Hollandais Erasme. Mais l'Église se divise. Depuis le siècle, l'Église domine la société d'Europe. Mais au XVIe siècle, elle est en crise. Les moines allemands Luther invitent les croyants à lire la Bible plutôt que d'écouter les hommes d'Église. Le pasteur Claverin défend lui aussi des idées nouvelles. Peu à peu, des chrétiens divisent et luttent. Ceux qui restent fidèles au pape sont catholiques. Ceux qui veulent réformer l'Église prennent le nom de protestants. Des guerres de religion éclatent un peu partout. Et c'est là où on va venir au massacre de Saint-Barthélemy, pas celui des patriotes, pas celui qu'il y a eu en 1789. Il a eu à Paris, bien évidemment, comme la Révolution française, sous le règne de Charles VI. La nuit du 24 août 1572 est terrible. Des catholiques massacrent 2000 protestants. C'est le massacre de Saint-Barthélemy. En 1598, le roi Henri VI, en portrait, accorde aux protestants la liberté de pratiquer la religion par l'édit de Nantes. Il met fin à plus de 30 ans d'années de guerre entre catholiques et protestants dans le royaume de France. Et voilà. Voilà la Renaissance, le début des révolutions. La Renaissance évoluera et encore pour aller aux grandes découvertes. Nous sommes au commencement de la Renaissance. Continuez à me suivre, ajoutez le like. Et n'oubliez pas, on se retrouve très prochainement sur YouTube pour une nouvelle vidéo à la découverte de Christophe Colomb. Accrochez-vous et surtout, prenez votre cloche pour avoir les modifications et l'action de mes vidéos. À toutes, bye!